Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire sur les prix structurés et comment maîtriser son approvisionnement en électricité. Donc il est 11h30, on va démarrer dans quelques instants. Je vois qu'il y a un certain nombre de participants qui arrivent, donc on va encore patienter une petite minute, histoire que tout le monde arrive à se connecter et ensuite on démarrera cette présentation. Voilà, je vois des participants qui arrivent. Donc encore quelques instants et on démarrera. Et puis pour les retardataires éventuels, ils nous rejoindront en cours de route. Voilà, donc on va commencer et on va commencer déjà par se présenter. Donc moi je suis Laurent Ornez, je suis le manager de l'équipe énergie au sein de l'entreprise Heming et j'ai à mes côtés Agnès Delisser, consultante énergie dans l'équipe de Laurent. Voilà, donc c'est Agnès et moi-même qui allons animer ce webinaire qui a vocation à durer un petit peu moins d'une heure, 30-40 minutes de présentation, et puis ensuite des questions derrière, 5-10 minutes en fonction des questions que vous avez la possibilité de poser tout au long de la présentation de ce webinaire. Donc vous avez un module questions. Alors, on a prévu d'y répondre plutôt en fin de webinaire, mais n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure. Et puis, on a également prévu, vous verrez, deux petits sondages en cours de présentation, voilà, histoire de vous impliquer un tout petit peu. Donc, du coup, je vais commencer avec le sommaire. Donc, on va d'abord commencer par vous rappeler quelques fondamentaux sur l'approvisionnement en électricité, les différents produits qui sous-tendent. On essaiera de regarder les prix de marché, les historiques, quels sont les facteurs qui pourraient notamment influer ces prix d'électricité, donc en regardant un petit peu les prix du passé. Et puis ensuite, on rentrera donc dans le vif du sujet sur les différents types d'achats qu'on peut avoir pour le marché de l'électricité, les différents mécanismes qu'on peut mettre en place, à qui s'adresse, quels sont les niveaux de maturité, d'implication, d'exposition au risque pour chacun de ces mécanismes. Donc, on essaiera de voir tout ça. Et puis ensuite, on verra une dernière partie sur, notamment dans le cadre des achats à clic, on reviendra sur les achats à clic, comment est-ce qu'on peut essayer de se définir des stratégies d'achat, de prise de position sur ces clics, comment on peut faire ça. Donc, ça sera l'objet de la dernière partie. Et donc ensuite, on abordera les questions-réponses. Donc voilà le sommaire qui devrait donc nous occuper environ 40 minutes. Donc pour cette première partie, je vais donc laisser la main la parole plutôt à Agnès, et puis et ensuite voilà, et je reprendrai la main pour la suite. Bonjour à tous. Donc sur cette slide, vous voyez la décomposition d'une facture d'électricité. Donc on voit différentes couches et sous-couches de coûts. Donc ce qu'on peut distinguer, donc c'est les trois grandes couches de coûts. C'est la fourniture, donc ça c'est la production de l'électron qui est le prix qui revient au producteur d'énergie. Mais il intègre aussi toutes les obligations qui sont dues aux fournisseurs, comme le mécanisme de capacité ou les C2E. Et on inclut aussi dedans la garantie d'origine qui est une option qui permet de souscrire pour verdir sa consommation. Ensuite, on a le poste de coût acheminement. Donc ça, c'est le coût qui est reversé à RTE et Enedis pour le développement et la gestion des infrastructures de transport et de distribution de l'électricité. Et enfin, on a les taxes et contributions. Donc ça, ce sont principalement donc, la TICFE qui fait partie des taxes sur les produits énergétiques, à l'instar de la TICGN et de la TICPE. Mais on a bien sûr aussi les taxes locales et la CTA. Donc l'objectif de ce webinaire, c'est bien sûr de faire un focus sur la partie fourniture pure, c'est-à-dire donc ce qu'on appelle le baseload, le peak load et l'arrêt. Donc pour commencer et donc pour dégrossir le sujet, on
on reprend ce qui est le baseload et le peak load. Donc, en fait, votre approvisionnement, votre consommation d'électricité, elle se décompose en plusieurs produits. Donc, on a le baseload. Donc, ça correspond à votre consommation que vous demandez à chaque instant de l'année. Donc, en général, c'est un bandeau de puissance qui a lieu sur toute une année. Et ensuite, on a le peak load. Donc, le peak load, c'est la part de l'électricité que vous consommez dans les heures de pointe. Donc, en généralement, la semaine, pendant les heures de journée. Et en plus de ça, donc ce qu'on parle souvent aussi en répartition des volumes, c'est ce qu'on appelle l'AREN. Donc ça correspond, ça se substitue au baseload et donc c'est aussi calculé selon un bandeau de puissance. Donc c'est en général, la valeur de ce bandeau correspond grosso modo à la moyenne de votre puissance pendant les heures creuses d'été. Donc là, vous voyez un profil de consommation qui se décompose donc en baseload, peak load, voire AREN. Et donc, bien sûr, ça dépend de votre profil de consommation et ces ratios permettent justement de déterminer votre prix final. Donc, pour justement approvisionner donc, ce baseload, ce peak load, cette AREN, il y a différents marchés ou mécanismes. Donc, le plus standard, on va dire, c'est le marché à terme. Donc, ça, c'est les produits baseload et peak load qui sont directement cotés sur la plateforme, qui sont cotés en bourse sur la plateforme EEX. En fait, ce sont des produits à terme, c'est-à-dire qu'ils sont cotés, achetés avant la période de livraison. Donc, c'est les fameux AL+1, AL+2, AL+3. Donc, ces produits, en fait, ils ont plusieurs granularités. On peut acheter l'électricité pour un an, un calendar, quarter, pour un trimestre, month, week, etc. Donc, en fait, un achat sur EEX, en fait, ça représente acheter une disponibilité d'1 mégawatt, voire 0,5 mégawatt pendant toute la durée que vous voulez. Donc, calendar, donc ça va être un an, quarter, ça va être tout un trimestre. Donc, sur ce marché, on peut acheter en OTC, donc over the counter, donc c'est-à-dire les achats en direct de gré à gré qui ont lieu à un instant donné pendant la journée, ou alors au settlement price. Donc, le settlement price, c'est le prix de clôture de la journée. Et donc, bien sûr, ces produits, comme je vous disais, sont cotés en avance. Donc, par exemple, pour le produit calendar, on peut le coter entre le milieu de l'année 4 ans avant l'année de livraison et jusqu'à la fin du mois de décembre précédant l'année de livraison. Un autre mécanisme où on peut s'approvisionner, donc c'est l'AREN, donc l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un volume éligible que vous pouvez demander à l'AREN, qui se substitue au baseload calendar. Donc, c'est un mécanisme réglementaire qui a été initié par la loi NOM, qui implique que EDF commercialise dans la limite de 100 TWh son électricité nucléaire historique à un prix réglementé de 42 € du mégawattheure. Donc, à l'instar, depuis 2018, en fait, la demande d'AREN est supérieure à ces 100 TWh. Donc, c'est-à-dire que les fournisseurs alternatifs ne perçoivent finalement qu'une seule partie des volumes éligibles. Et donc, c'est un mécanisme peu satisfaisant parce que justement, voilà, l'écrêtement impacte les fournisseurs alternatifs qui doivent acheter au dernier moment un volume non connu. Et de l'autre côté, EDF estime que 42 € n'est pas un prix suffisant pour continuer de financer le maintien de ces installations nucléaires. Donc, c'est vraiment le sujet en ce moment de beaucoup de discussions auprès de la Commission européenne avec le gouvernement et EDF sur le futur de l'AREN et d'EDF au global. Le troisième mécanisme, donc là, c'est le marché qu'on appelle le spot. Donc, c'est un marché physique. Donc, il a lieu sur la plateforme Apex Spot. Et en fait, c'est un achat à la veille pour le lendemain. Donc, pour chaque heure, en fait, on va avoir une cotation. Donc, ça, c'est vraiment au fur et à mesure, à la différence du marché à terme qui a lieu vraiment, qui est coté vraiment avant l'année de livraison. Lui, le marché spot est vraiment coté au fur et à mesure de l'année. Donc, en fait, il reflète principalement, il reflète exactement l'état de production de l'électricité en France, donc notamment quand il y a des problèmes de météo, donc par exemple le peu de vent ou une baisse de la consommation. On voit une très forte volatilité de prix et notamment parfois, c'est bien sur ce marché qu'on peut voir des prix négatifs où donc les consommateurs sont payés pour consommer de l'énergie. Et le dernier mécanisme, donc c'est ce qu'on appelle les corporate
Corporate Power Purchase Agreement. Donc là, c'est un contrat directement entre le consommateur et un producteur, donc qui est généralement ENR. Donc, c'est des contrats qui sont à la mode pour justement verdir vos consommations et garantir un prix sur plusieurs années. Car en effet, généralement, ces contrats sont plus ou moins à long terme, donc de 3 jusqu'à 20 ans en fonction de la structure. Et donc, l'idée, c'est ce type de contrat permet de pousser le développement des ENR et contribuer à l'échelle d'une entreprise au développement des ENR en France. Donc ensuite, dans cette partie, on a décidé de vous partager quelques informations, quelques faits remarquables qu'on a réussi à obtenir de la suite de nos analyses sur les prix de marché des 10 dernières années. Donc sur cette slide, vous voyez superposer en fait toutes les années de livraison depuis 2012 jusqu'à 2021, donc qui est encore en train d'être coté. Et donc l'idée c'était de superposer donc sur une année complète, donc de janvier à décembre précédant l'année de livraison. Donc voilà, on ne voit pas de schéma récurrent. Parfois on nous dit qu'il vaut mieux toper en été, il vaut mieux toper en début d'année. Donc voilà. Comme vous pouvez voir, c'est plutôt anarchique et donc du coup, il n'y a pas de période qui semble plus ou moins propice, en tout cas sur les dernières années. Dans cette slide, donc, on a voulu représenter en fait les variations consécutives. Donc sur la partie de gauche, en fait, vous voyez un graphique qui représente en fait la fréquence statistique où on a 1 jour, 2 jours, 3 baisses, 3 jours, 4 jours consécutifs de baisse ou de hausse. Donc, ce qu'on voit, c'est que la hausse et la baisse, donc ces courbes se superposent, donc sont globalement similaires. Et idem sur la droite, en fait, là, c'est le cumul des variations. Donc, c'est-à-dire que le premier jour, on a 20 centimes de baisse, le deuxième, 50 centimes, donc on arrive à 70 centimes de baisse sur 2 jours, etc., etc. Donc, ce qu'on peut observer, c'est que déjà sur ce graphique-là, globalement, quand il y a eu 2 jours de baisse d'affilée, il n'y a plus qu'une chance sur 4 qu'il y ait un 3e jour de baisse. Donc, ça peut permettre justement, quand on ne sait pas cliquer, quand on sent que la tendance est à la baisse et qu'on veut cliquer, généralement, si vous avez déjà eu 2 baisses d'affilée, il ne faut plus hésiter, vous n'avez plus qu'une chance sur 4 d'avoir un 3e jour. Et idem pour en cumul. Donc, si vous avez déjà eu sur plusieurs jours une variation donc à la hausse ou à la baisse d'1 euro du mégawattheure, vous n'avez plus qu'une chance sur 5 qu'elle continue. Donc, globalement, si vous avez déjà eu 1 euro du mégawattheure de baisse sur plusieurs jours, ça veut dire que le jour suivant, ça risque d'être une hausse. Et donc, ça casserait la baisse cumulée. Donc, on a décidé de vous mettre un peu à contribution et de vous poser une question, notamment donc, sur l'impact du marché du CO2 sur le prix de l'électricité. Donc, on va vous lancer un petit sondage. Voilà. Hop. Donc, on va vous laisser quelques secondes pour y répondre. On voit qu'il y a une réponse qui est plutôt qui n'est pas du tout sollicitée, ou très peu. On voit que vous avez quasiment tous répondu, donc on va fermer le sondage. Hop. Et donc là, globalement, l'idée, c'est justement de vous répondre. Donc, vous avez été une majorité à répondre que cela dépendait du prix de la tonne de CO2. Donc, on va voir ce qu'il en est. Donc, sur ce graphique, vous voyez, donc en vert, c'est le prix du baseload, donc l'année précédant l'année de livraison. Et en bleu, c'est le prix du quota CO2. Donc, depuis 2012 jusqu'à dernièrement. Donc, ce qu'on voit, c'est que depuis 2018, le prix du carbone a explosé.
on est passé, il a été multiplié par 7 avec les records qu'on a connus très très dernièrement. Donc ce qu'on peut voir, c'est que globalement, avant 2018, on était sur des niveaux très faibles de CO2, en dessous de 10 € de la tonne. Et donc, voilà, il n'y avait pas forcément d'évolution en corrélation avec le prix du baseload. Et on voit que depuis 2018, la tendance, quand on a des hausses sur le prix du CO2, on voit la même tendance à la hausse sur le prix de l'électricité. Alors, sur ce graphique, on a représenté en fait le prix de l'électricité en fonction du prix de la tonne, un point représentant notamment donc un jour de cotation. Donc, ce qu'on observe, c'est que dans la partie gris clair, donc quand la tonne de CO2 est en dessous de 30 € de la tonne, voilà, les points sont plutôt anarchiques, on ne voit pas de figure se dessiner. Et donc, quand la tonne dépasse les 30 € de la tonne, donc c'est ce qu'on aperçoit depuis, c'est ce qu'on observe depuis quelques temps, on voit vraiment un schéma linéaire apparaître. Donc voilà, comme vous aviez été une majorité à répondre, ça dépend bien du prix de la tonne de CO2. Et même si on prend uniquement les années donc, depuis 2020, donc on prend uniquement les points de côté après 2020, on voit que cette corrélation est même très linéaire. Donc on obtient même avec une relation linéaire qui vaut que pour 1 € de la tonne supplémentaire, on a environ 70 centimes du mégawattheure en supplément sur l'électricité. Donc, c'est une relation qui permet de prendre en compte les évolutions potentielles de la tonne de CO2 pour le futur. Et donc, sur ce dernier graphique, vous voyez la comparaison entre, donc en bleu clair, c'est le prix du baseload, donc avant l'année de livraison, donc pour une année depuis 2000 pour les années 2013 à 2021. Et ensuite, en rouge, vous voyez la moyenne du spot. Donc, comme je disais tout à l'heure, le prix baseload, il est coté avant l'année de livraison et le spot au fur et à mesure. Et donc, ce qu'on voit, c'est que globalement, sur les dernières années de livraison, sur 6 années sur 8, le prix baseload, la moyenne du spot était inférieure à la moyenne de la base. Donc, en fait, il était plus intéressant sur ces années de livraison de coter directement son prix au spot et de ne pas l'acheter en amont de l'année de livraison. Donc, on voit que même pour certaines années, donc notamment par exemple 2015, on voit que la moyenne du spot était bien inférieure et qu'à aucun moment le prix baseload était à traverser cette courbe-là. Donc, c'est-à-dire qu'à aucun moment, en cliquant sur du baseload, on pouvait obtenir un prix meilleur que la moyenne du spot. Donc là, si on regarde la dernière année, donc l'année de livraison 2021, donc qui a été cotée en 2020 pour le baseload, donc notamment avec ce pic dû au premier confinement, on voit que pour le moment, l'exercice n'est pas favorable au spot puisqu'il est bien au-dessus. Bon, pour le moment, voilà, on a principalement des mois d'hiver qui ont été cotés au spot, donc l'exercice se fait bien sûr toujours à la fin de l'année. Merci Agnès. Donc je vais reprendre la main sur la suite des parties de la présentation. Et d'ailleurs, on va commencer avec un petit sondage. Alors, je vais lancer ce sondage. Hop. Voilà, je le lance avec une première question qui était donc de savoir, parmi les différents mécanismes que vous voyez à l'écran, les mécanismes et structures, donc on parle de prix fixe, de prix à clic, de bloc plus spot, de PPA. Et d'ailleurs, il y a même une deuxième page derrière qui arrive pour pouvoir avoir aussi d'autres possibilités. Donc, je vais vous laisser cliquer. Là, je vois que vous êtes déjà une moitié à avoir répondu sur cette première page. Donc, je vous laisse finaliser cette première page. Voilà, les 2 tiers, ça augmente encore un petit peu. Il y a une tendance qui se dégage, notamment, je vous dirai lesquelles. Donc 70% des votants. Allez, on va passer directement, je note les résultats, je vous les donnerai et on va lancer le deuxième sondage dans la foulée avec sur cette partie, puisqu'en complément, hein, notamment aussi avec les aspects, donc on va bien sûr représenter tout ça, hein, les swaps à Rennes, les swaps marchés, une sous-couverture à Rennes et éventuellement notre mécanisme. Si vous aviez ça en tête, n'hésitez pas à les partager sur le chat, on pourra le présenter.
Donc voilà, je vous laisse donc là une petite moitié qui a répondu avec voilà, là aussi une tendance qui se dégage sur ces mécanismes. Voilà, un peu plus de la moitié. Et je pense qu'on va pouvoir clôturer ce sondage et pouvoir vous donner les réponses sur ces deux sujets. Alors, je clôture. Alors, les réponses qui ont été partagées, donc sur la première partie préfixe, préacclic, bloc plus spot, PPA, eh bien, on a les grosso modo 2/3 de préfixe, 1/3 de préacclic, à peu près 10% de bloc plus spot et 10% de PPA. Donc, voilà, et on a des utilisateurs et des consommateurs avertis parmi vous. Et sur la deuxième partie, swap arène, swap marché, sur couverture arène et autres mécanismes, là, de très très loin, évidemment, c'est le swap arène. Alors même si le swap arène, je ne sais pas si c'était compris comme ça par tout le monde. Est-ce que le swap arène et l'indexation arène, c'est pour nous deux choses différentes? On va y revenir. Mais en tout cas, une très très large marché, très très large proportion de plus de 90% sur le swap arène et 1/3 sur le swap marché. Assez peu de surcouverture arène et pas d'autres mécanismes. Donc, on va revenir justement sur tous ces sujets-là et on va les partager. Alors, je commence avec la structure la plus simple, la plus basique, donc un prix fixe marché, donc sans arène. Donc, vous voyez sur cet écran, on a mis différents niveaux de caractéristiques, la complexité, implication, maturité, exposition au risque et captation d'opportunités. Alors, on va essayer de commenter un peu tout ça, mais évidemment, c'est notre vision. Alors, il y a une partie subjective. Vous avez le droit de ne pas être d'accord ou d'avoir un avis un peu différent, mais en tout cas, on va essayer de vous justifier pourquoi on a mis ces éléments-là. Alors, cette première structure, donc partie préfixe marché, c'est la plus simple. Donc, pour ça, un niveau de complexité d'implication, évidemment, le plus faible. C'est en gros aussi ce qui est le plus historique, hein, lié notamment au tarif réglementé de vente, hein, où on subissait, on n'avait pas du tout de choix. Le prix était fixé pour un an et finalement, c'était généralement l'été, hein, juillet-août. Et puis, donc, on n'avait pas de surprise sur le prix. Alors, évidemment, ça, c'est intéressant quand on a des prix de marché en dessous de l'arène, parce que ça nous permet d'avoir une visibilité budgétaire forte. Et donc, c'est une maturité, donc, a priori, assez faible, parce que finalement, pas beaucoup d'implication. Peut-être que vous êtes surpris parce qu'on a mis un niveau d'exposition au risque assez élevé. Alors, pourquoi? Parce qu'en réalité, bon, on a vu précédemment avec Agnès que le marché, donc, il était volatile. On a vu un aperçu notamment des prix de marché sur les 10 dernières années. Et nous, notre regard, c'est que finalement, c'est une exposition au risque assez élevée parce que finalement, au moment où vous cliquez, ça revient à considérer, et a fortiori, si vous cliquez si vous prenez des contrats, si vous signez des contrats pour 2, 3, 4 ans, à considérer qu'entre le moment où vous signez votre contrat et l'exécution et les années de livraison, eh bien, le prix de marché sera toujours supérieur au moment où vous avez cliqué. Donc là, dans l'illustration, on voit qu'à un moment donné, effectivement, ça peut monter, mais ça peut baisser. Donc, on considère que c'est quand même une exposition au risque assez élevée. Alors, en tout cas, c'est un pari. Et évidemment, quand le prix de marché il est très bas, on continue bas comme l'année dernière, en mars 2020, au moment du premier confinement, on se dit qu'on ne prend pas beaucoup de risques. Mais si par contre, on est aujourd'hui à des niveaux qui sont quand même assez élevés, quel est le pari qu'on peut faire sur les mois ou les années à venir pour les 2, 3, 4 prochaines années? Est-ce qu'on est prêt à se dire que les prix seront toujours plus hauts qu'aujourd'hui ou est-ce qu'il n'y aura pas à un moment donné ou à un autre des prix plus bas? C'est quand même la question peut se poser. Et donc en termes de captation d'opportunités, donc finalement assez faible puisqu'il n'y a pas beaucoup d'opportunités à saisir dans cette configuration puisqu'il n'y a pas beaucoup de choix, pas beaucoup de marge de liberté, à ceci près que si jamais effectivement le marché est très bas, ça peut être au contraire l'occasion de fixer le prix pour les différentes années. Ensuite, on avance avec cette structure de prix donc, que vous connaissez sans doute beaucoup et on a vu d'ailleurs dans le sondage, qui est le prix fixe indexé à Rennes. Donc, c'est pratiquement celui qui est proposé par défaut, on va dire, par les fournisseurs. Donc, en fait, vous avez donc une bonne partie de votre volume qui est couvert par la Rennes. Alors, on dit une bonne partie, grosso modo, c'est 60, 70, 80, 90. Alors, pour certains industriels, on approche même, ou par certains profils un peu atypiques, près des 100%. Mais on va dire qu'en moyenne, aux alentours des 3/4 de volume à Rennes, mais après, on l'a dit également tout à l'heure,
en réalité, vous avez une partie de votre volume qui va être écrétée parce que la demande elle est supérieure au volume disponible, les fameux 100 TWh. Donc, on se retrouve avec finalement, grosso modo, l'ordre de grandeur 45, 50, 60% de volume ARENH. Ce qui est déjà bien, c'est que ça vous permet donc effectivement d'avoir une exposition pour grosso modo donc la moitié de votre fourniture qui n'est pas exposée au prix de marché. Mais par contre, vous avez toujours l'autre moitié qui est exposée, donc qui peut permettre d'être fixée. Donc, en termes de caractéristiques, voilà, on est sur un niveau de complexité un tout petit peu supérieur, une maturité un tout petit peu supérieure. L'exposition au risque, alors on l'a mise encore une fois un peu plus élevée. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours ce problème de fixation à la signature pour la partie qui n'est pas à l'arène. Et puis ensuite, parce qu'ensuite, on ne sait pas comment va évoluer l'arène. Et ça, c'est aussi une des problématiques. Alors, même si aujourd'hui, on se dit qu'avec les dernières évolutions, on ne s'attend plus trop à une évolution du prix de l'arène avant peut-être la réforme du dispositif, ou que la fin du dispositif qui nous est attendu dans les dernières discussions pour fin 2022, on va suivre tout ça. Mais en tout cas, si jamais l'arène est amenée à évoluer à la hausse, dans cette configuration-là, 44, 46, 48, 50 euros, que sais-je, et bien évidemment, vous le subiriez de plein fouet. Donc finalement, on cumule un peu les risques. Et en plus, comme vous avez la partie écrétée, c'est-à-dire qu'en fait, ce prix, il est racheté en fin d'année, ce que vous ne maîtrisez pas, évidemment, on est sur une exposition au risque qu'on considère être comme très élevée. Donc voilà, ça c'est. Mais malgré tout, c'est finalement la situation qu'on rencontre le plus parmi les clients qu'on peut accompagner parce que, et pourtant, et c'est d'ailleurs ce qui pose problème aujourd'hui, c'est que en termes de prévision budgétaire, c'est très complexe parce que entre le pourcentage d'écrêtement de l'arène, le prix de rachat, le prix de la signature, c'est quand même pas simple pour pouvoir vos budgets parce qu'on attend toujours à la fin de l'année pour essayer de savoir à quelle sauce l'écrêtement va être signé. Alors, une autre façon d'aborder le sujet, c'est d'avoir des prix à clic. Alors là, on a pris un exemple avec 2 clics et avec un swap arène. Alors, c'est potentiellement une solution qui est un peu plus complexe, et d'ailleurs peut-être plus complexe que celle qu'on verra juste après, mais que nous, on trouve intéressante. Pourquoi? Parce que là, l'idée, c'est non pas de partir sur un prix indexé arène, mais de partir sur un prix marché. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça vous permet, dans cette solution, d'avoir un maximum de clics. Parce qu'en faisant ce maximum, en fait, les clics, il faut l'avoir en tête, c'est que les fournisseurs, grosso modo, ils cliquent, comme on l'a dit tout à l'heure, sur la base de 1 MW. Et donc, si vous avez, par exemple, je ne sais pas, aux alentours de 15-16 gigawattheures, eh bien, ça veut dire que si vous avez un prix indexé à Rennes, finalement, comme on a dit que la Rennes, c'était grosso modo les 3/4 de votre consommation, vous n'avez plus qu'un seul clic possible. Donc, finalement, ça revient à choisir le moment où vous pouvez choisir une sorte de prix fixe, mais c'est plus compliqué. Avec 16 gigas, si vous partez sur un prix marché, eh bien, vous en avez déjà 2. Et puis même, il faut avoir aussi en tête que certains fournisseurs acceptent même des clics à 0,5 MW. Donc, quelque part, ça pourrait vous permettre d'avoir un nombre de clics un peu plus important. Et donc, finalement, on verra notamment dans la partie d'après, d'avoir un effet de lissage un peu plus important. Alors, dans cette configuration-là, on imagine aussi pouvoir se laisser la possibilité de faire un swap arène. Et c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure dans le sondage, et que vous avez été très nombreux à répondre swap arène. Donc, si vous le faites comme ça, c'est très bien. Mais ça veut dire que c'est quand même, et en termes de maturité et d'exposition au risque, c'est quand même aussi assez important de ce point de vue-là, puisque là, on décorrèle le swap des prises de position. C'est-à-dire que l'idée, c'est potentiellement de faire ces différents clics et ensuite d'aller faire un swap arène, là où potentiellement le prix de marché est plus élevé, de façon à pouvoir faire un gain entre les prix du marché et de l'arène moins le prix de la capa, puisque vous savez que l'arène comprend la capacité, un gain un peu plus important. Donc ça peut vous permettre de maximiser un peu le gain. Évidemment, c'est un peu plus complexe. Ça vous permet de capter beaucoup d'opportunités, notamment sur ce sujet-là. Et si on rajoute un autre mécanisme qu'on présente, qui est la surcouverture écrêtement sur l'arène, c'est-à-dire qu'en fait, vous anticipez sur un certain pourcentage de l'écrêtement de fin d'année. Les dernières années, on tourne aux alentours des 30%, 32%. Et donc, ça peut permettre aussi de couvrir cet écrêtement dans un certain volume, notamment au moment où le marché est plus favorable, donc typiquement quand le marché est plus bas.
Alors évidemment, là, on se dit c'est très bien, ça permet de capter un maximum d'opportunités. C'est pour ça que le curseur tout en bas, il est très loin. Évidemment, en termes d'implication, c'est maximal, hein, parce que là, on parle de suivre les clics, de faire un swap arène au moment où le marché est le plus haut, de couvrir l'arène ou à l'inverse, le marché est le plus bas. Donc évidemment, la maturité est forte, l'implication est forte. Et ce n'est pas forcément évident. Et évidemment, si vous avez été déjà dans cette configuration, je suis prêt à parier que bah, vous avez vécu quelques périodes de stress et de savoir est-ce que je dois cliquer, est-ce que je ne dois pas cliquer, est-ce que c'est le bon moment, c'est pas le bon moment. Ça, c'est toujours les problématiques. Et à vrai dire, personne n'a de vraies réponses, hein, parce qu'on peut avoir des éléments pour pouvoir vous aider, et on en reparlera dans la troisième partie, mais en réalité, c'est toujours effectivement, ce n'est pas des choses simples. Donc, cette structure-là, prix à clic, marché avec swap arène, avec en plus possibilité de surcouvrir les traitements arène, c'est quelque chose aussi qui peut être envisagé, notamment quand on commence à avoir des volumes importants, mais en tout cas qu'on distingue notamment de l'autre partie, qui est un prix à clic indexé arène, mais avec swap marché. Alors, là, la configuration par rapport à la situation précédente, c'est on a toujours ces clics, mais on en a moins, puisque vous avez d'ores et déjà votre prix qui comprend une part d'arène. Donc forcément, vous en avez moins. Et puis, donc là, bah, vous êtes tranquille, vous n'avez pas à couvrir, vous n'avez pas à faire de swap arène en tant que tel, puisque finalement, le marché, enfin, le prix, vous le subissez et le prix comprend déjà de l'arène. Donc, vous n'avez pas à vous dire, je dois faire un swap arène à telle période. Donc là, c'est directement implicite. Vous n'avez à vous préoccuper que de la partie clic, que de la partie finalement qui n'est pas à l'arène. Alors, vous aurez toujours la partie d'avoir une surcouverture, ça c'est toujours possible, mais aussi surtout la possibilité, en cas, si jamais le marché était favorable, bah, de faire un swap marché. Alors là, vous avez été un petit peu moins nombreux à utiliser cette notion, mais le cas s'est notamment présenté l'année dernière, hein, à l'occasion du premier confinement, où en fait les prix de marché étaient quand même descendus bah, très en dessous enfin très en dessous, un peu en dessous de l'arène moins le prix de la CAPA. Et ce qui fait que bah, à ce moment-là, il y avait la possibilité de faire un swap marché et donc finalement de revendre ces volumes-là et d'aller, donc notamment encore une fois, si les prix de marché sont en dessous du prix de la moyenne de la CAPA, et d'aller chercher cette opportunité-là. Donc là aussi, en termes de complexité d'implication, c'est quand même assez élevé. On n'a pas, contrairement à la situation précédente, à gérer le swap arène, mais sachez que même dans cette opportunité-là, enfin dans cette configuration-là, on peut aussi rajouter la partie swap arène derrière. Donc alors évidemment, il faut que toutes ces conditions, ces clauses soient prévues dans vos contrats, soient négociées. Il faut que votre fournisseur puisse les accepter, ce qui n'est pas forcément le cas avec tous les fournisseurs. Mais en tout cas, ça peut vous permettre voilà, de capter des opportunités et puis d'être plus ou moins exposé au risque marché. Et puis ensuite, la dernière approche qu'on vous présente ici, c'est celle du bloc plus spot, puisqu'on vous a parlé tout à l'heure du spot, avec notamment le fait que une bonne partie, sur les, voilà, grosso modo, les 8-10 dernières années, on avait pendant 80% du temps, le prix du spot était en dessous de la base. Donc, on peut avoir intérêt à avoir une partie de votre volume qui soit laissée au spot pendant l'exécution du contrat. Alors, évidemment, l'inconvénient, c'est que en termes de prévisibilité budgétaire, c'est très compliqué puisque vous n'aurez pas la possibilité de savoir exactement quel va être votre prix de fourniture pendant l'exécution du contrat. Mais ayez en tête quand même qu'on n'est pas obligé évidemment de mettre tout votre volume au spot, hein. Ça ne peut être qu'une partie. Ça ne peut être que donc, la partie reliquat après de l'arène, c'est-à-dire en gros vous avez votre arène et c'est le reste qui est mis au spot. Ça peut être uniquement une partie par exemple la partie pic, une fois que vous laissez votre base, ou vous pouvez même voilà, découper votre volume de façon différente avec de la base, du trimestre, et ne laisser qu'une partie, même par exemple ne faire que la partie sur couverture, enfin la partie écrêtement de l'arène, la laisser au spot. Donc cette partie-là, il faut aussi l'envisager, puisqu'encore une fois, on l'a vu que on va dire sur un grand nombre d'années, on a majoritairement un prix spot qui est plus bas que le marché. Donc ça peut valoir le coup d'envisager de laisser une partie de votre volume au spot, sachant que de toute façon, le risque, il n'est pas non plus très grand, même en termes de budgétaire, puisque on l'a vu en tout préambule, hein, sur la décomposition des coûts. Vous avez grosso modo la moitié de votre dépense qui est liée à la fourniture.
le reste étant de l'acheminement, les taxes. Et sur cette moitié liée à la fourniture, vous voyez encore une fois qu'une une partie à l'arène, une partie en base. Et donc finalement, il n'y a qu'une partie qui serait laissée au spot. Mais ça peut vous permettre de capter quelques opportunités. Évidemment, ça c'est quelque chose qu'on rencontre un petit peu moins souvent. Donc la maturité est sans doute un peu plus forte pour avoir ce genre de prendre ce genre de mécanisme. Mais finalement, en termes de, ici par exemple, vous prenez de l'arène plus du spot, finalement, en termes d'application, c'est très simple, hein, parce que vous n'avez pas à vous poser 10 000 questions sur des prises de clics, et finalement, vous suivez beaucoup plus le marché, et ça a aussi un côté reposant d'un point de vue voilà, suivi de marché. Et il faut se rappeler, parce que finalement, que ce soit la facturation de l'électricité ou du gaz, c'est aussi très culturel, hein. Donc en France, on n'a pas beaucoup cette culture, notamment pour l'électricité, de culture de prix spot. Mais par exemple, c'est beaucoup plus le cas dans les pays européens où le spot est beaucoup plus présent, d'une part. Et même en France, rappelez-vous le gaz, et c'est là aussi on peut voir notamment cet effet culturel, c'est que le tarif réglementé de vente de gaz, on a tous, enfin, vous avez peut-être connu ça il y a 10, 15, 20 ans, mais le prix du tarif réglementé évoluait tout le temps. Donc même en tant que particulier, on voyait le prix du tarif réglementé qui évoluait alors, tous les trimestres, tous les semestres. À un moment donné, il évoluait même tous les mois. Donc ça veut dire qu'on était habitué à ces évolutions tarifaires sur le prix du tarif réglementé. On trouvait ça normal. Donc il y a aussi cette notion de culture et donc de partage, notamment avec les directions financières, de savoir quel est le prix qu'on veut avoir et s'acculturer à ces évolutions de prix de marché qui fluctuent à la hausse ou à la baisse et qui peuvent aussi fluctuer pendant l'année en cours. Voilà, donc, et ensuite, la dernière structure qu'on vous présente, qui est sans doute celle qui demande la complexité, qui a la complexité, l'implication la plus importante, notamment au moment de l'établissement du contrat, parce que évidemment, ça va intégrer plusieurs parties, des agrégateurs, il peut y avoir des aspects juridiques assez importants. Donc en termes de maturité, ça ne s'adresse qu'à une partie d'entre vous, mais j'ai noté qu'il y en avait pratiquement 10%, je crois, qui étaient intéressés à ce sujet. Alors évidemment, le PPA, il y a plusieurs types de PPA, hein. Agnès en a parlé rapidement tout à l'heure, mais il y a les PPA court terme, les PPA long terme. Alors traditionnellement, je vais dire les vrais, entre guillemets, PPA, c'est plutôt sur des logiques long terme, sur des nouvelles installations. Donc quand je dis long terme, c'est 15, 20, 25 ans. Mais de plus en plus, il y a des PPA qui sont plus accessibles, parce que pour avoir des visibilités sur 15, 20 ou 25 ans, il faut quand même faire partie d'une entreprise avec les reins solides et en tout cas qui peut avoir cet horizon-là, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Mais en tout cas, on a maintenant des PPA un petit peu plus accessibles, avec notamment des PPA sur des installations sorties d'obligations d'achat, avec des logiques plus court terme, 2-3 ans. Mais voilà, c'est quand même à gérer parce qu'il faut que votre fournisseur puisse l'accepter. Il faut pouvoir aussi effectivement faire la correspondance entre vos échéances de contrat et la durée de votre PPA. Donc voilà, il y a pas mal de choses à avoir en tête. Mais en tout cas, avoir cette structure de PPA peut vous permettre d'avoir un prix qui est donc indépendant des prix de marché, théoriquement, parce que certains fournisseurs font même des PPA avec des prix indexés marché, avec des prix relatifs au marché, ce qui est un peu paradoxal, mais en tout cas, dans l'esprit, le PPA justement vous affranchit des prix de marché. Donc pour une partie de votre volume, rares sont, moi je n'ai pas d'exemple en tête de consommateurs qui auraient fait des PPA sur l'intégralité du volume, ça me paraît compliqué. Mais en tout cas, voilà, c'est plutôt sur 10, 15, 20, 25% de votre volume, le reste pouvant toujours être avec les autres types de mécanismes, classiquement de l'arène écrétée, de la base, du pic, des clics, de la surcouverture, des swaps dans tous les sens. Donc vous pouvez mixer évidemment à loisir. L'intérêt de toutes ces approches, c'est finalement d'avoir alors évidemment, la maturité peut être plus complexe, l'implication aussi, mais une exposition, de limiter les expositions au risque marché et de capter un maximum d'opportunités pour pouvoir en fait maîtriser et essayer de moins subir les prix de marché tels qu'on le voit, puisque ce qu'on voit notamment dans les mois depuis un certain nombre de mois, c'est une exposition assez forte, une volatilité assez forte des prix de marché. Voilà, donc là, on a vu différents types d'achats avec différentes structures et puis un peu les avantages, enfin les grandes caractéristiques. Là, on va s'intéresser dans cette dernière partie sur notamment la fixation des prix, notamment quand vous
cliquer quand vous avez des prix à clic, puisque finalement, c'est devenu, depuis la fin des tarifs réglementés, c'est devenu un peu la tendance. Il y a eu de plus en plus de prix à clic, quasiment systématiquement. Donc, la question, une fois qu'on a choisi son prix à clic, c'est de se dire, OK, c'est bien, mais maintenant, qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que je le fixe et à quel moment? Et ça c'est vraiment la préoccupation qui peut être très stressant, hein, qui peut se dire, mais comment on va faire et comment je fais? Est-ce que c'est le bon moment ou pas? Alors, on ne va pas vous donner une recette miracle, mais on peut vous donner quelques éléments de bons conseils, une bonne approche qui peut permettre de limiter les aléas et de voir comment est-ce qu'on peut faire. Donc, l'approche toute simple, déjà de base pour commencer, c'est d'avoir une stratégie de lissage des prix. Donc, typiquement, en fonction du nombre de clics que vous avez, c'est d'essayer de découper en fonction du moment où vous êtes en capacité de cliquer, parce qu'évidemment, vous pouvez commencer à cliquer qu'une fois que votre contrat est signé. Et donc, par rapport aux années de livraison que vous avez dans votre contrat, alors, si vous avez un contrat sur les années N+1, N+2, N+3, vous pouvez cliquer effectivement longtemps en avance. Donc, c'est de voir par rapport à votre volume le nombre de clics dont vous disposez et puis essayer d'avoir potentiellement des clics réguliers à différents moments. Et puis, dans cette logique-là, d'essayer d'avoir des clics, plutôt de cliquer pendant les périodes de baisse. Et notamment les périodes de baisse, ça renvoie à ce que vous expliquiez tout à l'heure, Agnès, c'est-à-dire essayer de cliquer au moment où on a d'essayer de repérer sur les périodes qui suivent, le moment où ça fait déjà 1 jour, 2 jours, 3 jours, que les prix baissent, ou notamment alors, soit en nombre ou soit en euros du mégawattheure, hein, puisque les graphiques partagés Agnès étaient sur ces deux approches. Et on a eu notamment, par exemple, il y a quelque chose comme 15 jours, une baisse spectaculaire en une journée. On a eu -8 ou -9 euros en une journée. Et évidemment, là, c'est des moments très, très rares. Et donc, si vous aviez un clic à faire pendant cette période-là, c'était le moment de le faire, parce que là, vous étiez sur une baisse très, très importante et qu'il fallait saisir. Donc, essayez de repérer ces moments de baisse, essayer de lisser et puis peut-être se laisser quelques clics d'opportunité. C'est-à-dire que là, typiquement, vous voyez sur ce graphique, vous vous dites, tiens, j'ai 5 clics, je me fais un clic sur chacune des périodes, mais je m'en laisse quand même un clic d'opportunité, c'est-à-dire typiquement, j'ai déjà cliqué une première fois en période 3, mais parce que le marché baissait pas mal, mais je vois qu'il baisse encore, donc j'en profite pour faire un autre clic. Donc c'est de se préserver 1 ou 2 clics d'opportunité. Et typiquement, quand à un moment donné se présente l'opportunité, comme l'année dernière aussi, au mois de mars 2020, là, s'il nous reste quelques clics, eh bien, ça nous permet d'en faire plus et potentiellement tout, mais en tout cas de les avoir, de se les réserver. Donc ça, c'est une approche d'avoir ces clics. Et puis, le point le plus important, c'est que vous voyez la période 4, ça ne fait que monter, 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 monter. Et donc là, souvent, l'écueil, c'est de se dire, ah là, le prix, il monte, il monte, il monte, j'attends. Ouais, mais si vous êtes défini une stratégie, il faut s'y tenir. C'est-à-dire que là, vous êtes en fin de période 4, vous vous êtes défini qu'il fallait cliquer au moins une fois dans chaque période, et il faut le faire, même si le prix est haut, parce que vous ne savez pas si la période suivante, si vous avez encore des clics à faire, et bien à un moment donné, peut-être que le prix sera encore plus haut. Et donc, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'après, ça sera la moyenne des clics, et c'est bien pour ça qu'il faut s'y tenir, et pour essayer d'avoir un lissage des risques, et ça, c'est en moyenne. Peut-être que sur un exercice, sur une année calendaire, ça ne sera pas super performant. Il reparlera de la performance tout à l'heure. Mais si vous faites ça de façon régulière sur vos différents exercices, c'est en tout cas une manière de lisser les aléas et d'essayer d'aller capter de temps en temps des opportunités. Alors, si on veut un petit peu plus complexifier la chose, en tout cas, vous donner d'autres astuces, d'autres approches pour pouvoir compléter ce qu'on a défini juste avant, c'est d'essayer de se définir aussi des prix planchers ou des prix plafonds, d'ailleurs, on le verra juste après, étant donné qu'on peut définir, notamment, ça peut se faire avec des mandats que vous communiquez à vos fournisseurs, ou vous dites vous-même, si vous les suivez, définir des prix planchers. Donc là, typiquement, définir un prix plancher cible, numéro 1, et puis à un moment donné, le marché atteint ce prix plancher, super, bonne nouvelle, vous en définissez un autre, un prix plancher numéro 2, et puis s'il est atteint, super, ça vous fait un deuxième clic, là on est dans une situation évidemment favorable, et puis si c'est le cas, tant mieux, vous redéfinissez encore un prix plancher numéro 3, et puis là on voit dans la configuration, il n'est jamais atteint. Donc ça évidemment c'est une approche, et puis vous pouvez définir aussi de la même façon, à la hausse, un prix plafond.
Alors, un prix plafond qu'on appelle adaptatif et stop loss. Alors, je vais y revenir sur ce que ça veut dire, mais grosso modo, l'idée, c'est de se définir un maximum. Parce qu'au moment où vous commencez à définir vos prix planchers, vos prix plafonds, il faut déjà s'autoriser, évidemment, un marché un petit peu plus haut. Pourquoi? Parce que si d'ores et déjà, vous vous dites « Ah non, je ne suis pas prêt à accepter ne serait-ce qu'une évolution de 1 ou 2 euros à la hausse », évidemment, ça veut dire que vous êtes dans la configuration qu'on a présentée tout au début, sur du prix fixe. Vous considérez que le prix de marché il sera toujours plus haut qu'au début. Donc, vous devez cliquer tout de suite. Et je ne dis pas que c'est une mauvaise stratégie, c'est un point de vue. Toutes les approches sont respectables. Mais en tout cas, à partir du moment où vous vous lancez dans une stratégie de prêt à clic, il faut pouvoir être prêt à accepter que le prix de marché, peut-être qu'il peut monter un peu à la hausse. Alors, comment est-ce qu'on va définir ces seuils? Là, on a mis 5 euros. L'intérêt, c'est quand même de pouvoir simuler un petit peu votre budget parce que ça se fait aussi quand même en partenariat et en échangeant avec votre contrôle de gestion, avec votre direction financière pour être sûr que ça, c'est partagé, on ne le fait pas n'importe comment. Donc, il faut avoir en tête encore une fois votre décomposition de prix, savoir à peu près ce que représentent ces prises de position, une fois qu'on a retiré l'acheminement, une fois qu'on a retiré les taxes, une fois qu'on a retiré les aspects AREN ou PPA ou autres, et finalement de se rendre compte aussi que finalement, nous, on a la chance en France, parce que ce n'est pas le cas de tous les pays européens, malheureusement, malheureusement pour eux, c'est d'avoir cette arène encore qui existe et qui nous couvre et finalement qui nous sécurise quand même pour une bonne partie de votre prix. Voilà, donc là, typiquement, on a un prix plafond qu'on a défini à une certaine valeur, et puis pourquoi on l'appelle adaptatif, c'est que le principe, c'est que de se dire, au fur et à mesure que le marché y baisse, eh bien, on définit des nouveaux plafonds. C'est-à-dire que ce qui permettrait finalement si jamais à un moment donné le marché doit remonter, d'avoir capitalisé sur cette baisse. Donc c'est ce qu'on illustre ici, voilà, donc avec ce plafond qui s'adapte à 5 euros du mégawattheure. Et vous voyez qu'il s'adapte, et puis à un moment donné, quand le prix de marché est remonté, vous voyez la troisième croix rouge, et bien finalement, on a conservé cet écart de 5 euros qu'on a redéfini un petit peu avant, et finalement, on a topé à ces occasions-là. Donc, vous voyez, à un moment donné, le prix de marché remonte, le prix plafond remonte, mais il rebaisse. Et donc, ça permet de capitaliser malgré tout sur la baisse du marché qui a pu avoir lieu. Donc, ce qui fait qu'au global, vous voyez cette zone qui permet d'encadrer l'évolution du prix de marché. Donc, ça permet d'encadrer ça, ces prix de marché, et de sécuriser un peu davantage, notamment des envolées du prix, et de capter des opportunités de marché quand la situation se présente. Donc, si vous arrivez à cumuler cette situation-là avec la stratégie de lissage par période, vous avez une stratégie qui paraît qui est déjà intéressante, évidemment qui demande de l'implication, mais qui vous permet un peu mieux contrôler, un peu mieux anticiper et un peu moins subir les prix de marché. Et pour terminer cette partie-là, et on arrivera à la fin de cette présentation, vous pouvez être aussi en capacité de mesurer votre performance des clics, tout simplement en essayant de comparer votre moyenne des prises de position. Là, typiquement, dans les exemples, la moyenne des points orange, c'est 45,79, et de la comparer à la moyenne des prix depuis la signature de votre contrat, parce qu'on peut faire qui est là dans l'exemple à 46,21 €. Il ne faut pas prendre la moyenne des prix de cotation depuis l'origine de la cotation, parce que si vous étiez en capacité de signer depuis le début, très bien, mais encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, vous ne pouvez cliquer qu'à partir du moment où vous avez déjà sélectionné votre fournisseur, vous avez un contrat qui le permet et sur des années assez longues. C'est pour ça que souvent, il faut pouvoir avoir des visions quand même assez j'allais dire moyen terme en électricité, et que quand votre contrat arrive à échéance, par exemple, si vous n'avez toujours pas signé pour l'année 2021, évidemment, il n'est pas trop tard, parce que voilà, il reste encore 6 mois. Et après, il y a les guichets à Rennes fin octobre, donc il ne faudra pas louper cette échéance, mais vous avez encore un peu de temps, mais évidemment, vous avez moins de temps que si vous étiez en capacité de signer depuis déjà 1 ou 2 ans, et peut-être que vous auriez pu capter l'opportunité de mars 2020, même un peu à la rentrée d'ailleurs, les prix étaient encore bas, alors que là aujourd'hui les prix sont sensiblement plus hauts. Donc ne pas hésiter à avoir finalement une logique assez moyen long terme pour pouvoir justement vous laisser le temps
de capter ces opportunités de marché. Et voilà, encore une fois, ça demande de l'application, mais c'est aussi un moyen de se prémunir contre ces évolutions de prix de marché. Et pour terminer, donc ça c'est juste une ouverture, voilà, pour vous dire que là on a surtout parlé des prix de fourniture, des prix de marché, mais on a aussi voilà, vous pouvez aussi vous intéresser aux autres composantes de coûts liées à la fourniture, puisque ce sont aussi potentiellement des éléments d'évolution et de différenciation des prix entre les fournisseurs. Donc, on ne va pas y rentrer en détail aujourd'hui, mais ayez-le quand même en tête parce qu'au-delà de la fourniture, vraiment, enfin de la fourniture pure, vraiment, ces trois éléments que sont les C2E, la capacité et la garantie d'origine sont vraiment des éléments différenciants entre les fournisseurs. Alors, les C2E, pas pour les industriels, puisque aujourd'hui, ils n'y sont pas soumis, hein, puisque ils ne rentrent pas dans l'obligation des fournisseurs d'énergie. Mais pour tous les tertiaires, il y a a priori quelques-uns parmi vous, il y a ce surcoût qui s'applique sur vos factures et qui est quand même potentiellement différenciant entre les fournisseurs. La capacité, là aussi, pas rentrer dans le détail, mais la capacité est liée à des enchères. Donc, sur ces enchères, bah, finalement, dans vos contrats, vous pouvez avoir des prix liés à la moyenne, au PRM, c'est-à-dire la moyenne des enchères, des différentes enchères de l'année, ou voilà, vous avez ce qu'on appelle le PREC, c'est la dernière enchère, et vous avez la possibilité de vous positionner sur une des enchères, si votre contrat le permet et votre fournisseur l'accepte, essayez de proposer, d'anticiper une des enchères pour essayer d'aller capter aussi peut-être un prix de capacité, parce qu'on l'a vu là aussi, notamment l'année dernière, enfin, sur les 2 dernières années, que les prix de capacité étaient quand même étaient fluctuants. Et puis un des éléments, bah, les garanties d'origine, qui est un des mécanismes, enfin qui est le mécanisme voilà, européen qui permet de certifier de façon officielle l'achat d'électricité verte. Donc au-delà des PPA, c'est aussi un moyen finalement d'arbitrage et de sélection de votre fournisseur, même si vous pouvez parfois faire appel à des courtiers, pour pouvoir choisir votre technologie, votre origine géographique, depuis l'Europe en passant par la France jusqu'à une installation très précise, une technologie ce qui finalement s'apparente à un PPA local. Donc tous ces éléments-là font partie aussi de la fourniture, et quand on les met bout à bout, bah, font quand même une part non négligeable de votre dépense. Donc, quand je disais tout à l'heure, voilà, la partie simulation, pour essayer de voir quels sont les impacts, c'est quelque chose quand même à marquer, à simuler noir sur blanc, avec en tout cas cette partie acheminement, cette partie taxe, cette partie fourniture, en n'oubliant pas donc ces composantes de coûts qui peuvent aussi être un élément différenciant. Voilà donc ce qu'on avait à vous dire, à vous partager en termes de timing. Voilà, on est à pratiquement 50 minutes. Donc, bah, on a encore peut-être 5-10 minutes sur d'éventuelles questions que vous pourriez être amenés à nous poser. Donc, voilà, on a ce timing hein, jusqu'à midi et demi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous en avez après coup, évidemment, vous pouvez toujours aussi nous solliciter. On tâchera d'y répondre. Donc, voilà, je vous laisse y réfléchir. Alors, est-ce que tous les fournisseurs proposent le settlement? Alors, il y a déjà le settlement, il y a le settlement du jour et le settlement de la veille. Alors, il y a une position un peu particulière d'EDF qui permet de se positionner sur le settlement de la veille. Et pour le coup, c'est un vrai avantage. Il ne le fait EDF que jusqu'au 31 août de mémoire. Je me retourne vers Agnès, je ne sais plus si c'est le 1er ou 31 août de mémoire. Et donc là, c'est vrai que c'est un vrai avantage parce que vous pouvez du coup suivre les cours et finalement vous positionner. Alors, il faut attendre que les cours soient positionnés, notamment l'application d'EDF Business Board permet de suivre ça et de cliquer à partir de 18h30, une fois que les cours sont sortis, et jusqu'au lendemain matin 9h. Donc ça peut être un vrai atout. Par contre, cliquer en dehors d'EDF, cliquer sur le settlement du jour, je n'ai pas d'exemple en tête. La plupart du temps, la possibilité de cliquer en settlement, c'est sur le settlement qui va être en cours de journée. Donc ça, oui, pratiquement tous les fournisseurs le proposent. Mais vous cliquez à l'aveugle. Vous cliquez à l'aveugle, donc comme EDF d'ailleurs à partir du 1er septembre, c'est-à-dire que vous ne connaissez pas quel sera le prix du settlement. Alors vous pouvez toujours avoir une indication en regardant les intradais et de voir comment le marché est orienté, parce qu'il y a une formule sur le settlement, mais voilà, vous n'avez quand même pas tout à fait
la main sur le prix qui sera appliqué. Et donc, c'est vrai qu'en OTC, au moins, vous savez exactement ce que vous avez. Donc, voilà, les deux sont possibles et globalement, presque tous les fournisseurs proposent ces deux choix. Oui, ce qu'on constate, c'est sur les settlements en général, on rajoute justement des fees, justement parce que les fournisseurs doivent couvrir une partie de risque du fait de se positionner uniquement sur le prix du settlement. Et aussi, ce qu'on constate en OTC, c'est que on observe, même si on peut regarder les intradais, même si la durée de validité d'un prix OTC est de quelques 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, on voit aussi parfois des différences entre ce qui est publié sur EX et le prix OTC proposé par les fournisseurs. Donc, même sur les prix OTC, on peut dire qu'il y a des petits fees de couverture, le temps que sur les 10-15 minutes de validité, le fournisseur prend quelques fees en OTC aussi. Alors, j'ai une autre question sur les perspectives des prix de marché dans les années à venir. Alors, c'est une vaste question, évidemment. On n'est pas devin, on ne sait pas ce que seront les prix de marché dans les 5, 10, 15, 20 ans. Maintenant, si on veut essayer de dégager quand même quelques tendances, ce qu'on peut dire, c'est que on a vu notamment, et c'est pour ça qu'on l'a présenté, c'est le CO2 avec un impact de plus en plus fort sur le prix du CO2 et du prix de l'électricité. On va dire qu'historiquement, le prix de marché, il était voilà, le prix du CO2 n'impactait pas. Alors, il y a plein de facteurs qui font évoluer le prix de l'électricité, mais on va dire qu'aujourd'hui, le prix du carbone est devenu un facteur prépondérant et vous avez dû suivre l'actualité. Il y a notamment des engagements de plus en plus forts, notamment de l'Union européenne, pour baisser les émissions de carbone d'ici 2030 à moins 55% par rapport au référentiel de 90. Donc, c'est des engagements forts. Il y a le décret tertiaire en parallèle. Donc, aujourd'hui, le prix du CO2 augmente sensiblement. On est pratiquement à 55-60 euros la tonne. Les experts du sujet s'attendent, voire même espèrent, avoir un prix du CO2 qui serait de l'ordre de 100 euros la tonne d'ici la fin de la décennie. Donc, si on prend l'exemple, on est aujourd'hui aux alentours de 65 euros du prix du marché. Si je rajoute 45 euros la tonne pour aller jusqu'à ça entre les 55 d'aujourd'hui et je fais x 0,7, ça nous rajoute 31 euros. Donc, on peut imaginer quasiment frôler les 100 euros du mégawattheure à la fin de la décennie. Donc, évidemment, quand on dit ça, ce n'est pas très réjouissant. Et est-ce que c'est réaliste? Probablement pas. Probablement pas, parce que ce qu'on peut se dire aussi, c'est qu'à un moment donné, il y aura peut-être d'autres facteurs qui viendront aussi prépondérants. Actuellement, c'est celui-là. Mais voilà, aujourd'hui, je pense notamment au développement des énergies renouvelables. On peut penser que, et c'est déjà le cas, elles deviennent de plus en plus compétitives, donc avec des prix de plus en plus accessibles. On peut imaginer des développements des PPA, alors de plus en plus aussi accessibles. Et d'ailleurs, ça fait partie des pistes de réflexion du gouvernement pour prendre la suite de l'ARENH. Donc voilà, probablement qu'à un moment donné ou à un autre, on arrivera à un certain plafond et donc de se dire finalement on n'arrivera pas, enfin, espérons-le, à 100 euros du mégawattheure d'ici la fin de l'année, mais la fin de d'ici 2030. Mais en tout cas, actuellement, c'est clairement un facteur qui influe sur les prix d'électricité et surtout, ça va forcer évidemment les consommateurs à être moins dépendants de la consommation, donc à agir sur la réduction de la consommation, à acheter de l'énergie verte, à autoproduire, autoconsommer. Voilà, donc c'est la raison d'être de la hausse du CO2 et la raison pour laquelle les acteurs qui suivent ce sujet parfois espèrent même que ça augmente pour pouvoir justement forcer un peu plus encore la décision sur la réduction de la consommation. Mais en tout cas, effectivement, dans cette logique moyen terme, on peut penser que les prix vont être à la hausse. Qu'il nous reste une minute, peut-être une dernière question pour toi, Agnès. Oui, alors pourquoi ne pas acheter tout de suite dans un contexte où les prix de marché sont prévus à la hausse? Alors, comme on voyait tout à l'heure, même si globalement, on sent que le prix de l'énergie, de l'électricité va être globalement à la hausse dans les prochaines années, notamment avec le CO2 et les autres obligations qui sont de plus en plus fortes, on constate à chaque fois sur une période donnée des tendances baissières sur quelques semaines, quelques mois. Et donc là, ça peut être l'opportunité justement en surveillant le marché, en mettant des prix planchers cibles, de capter ces opportunités.
Donc, voilà, on ne sait pas, c'est tout l'intérêt des prix à clic, quoi. Vous signez un contrat, vous définissez sa structure et après, vous vous laissez le temps de fixer votre prix. Donc, voilà, donc ça permet justement de capter des opportunités sur quelques semaines, même si le marché est globalement à la hausse. Voilà, bah écoutez, on est finalement arrivé à l'heure de présentation, donc on va clôturer cette session. On vous remercie pour votre attention et pour votre écoute active, puisque je vois que quasiment tout le monde est resté jusqu'au bout. Donc il nous reste à vous remercier et à vous souhaiter une bonne journée, et puis à vous donner rendez-vous à une prochaine présentation de webinaire. Très bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.